Claire Neveu, je suis ingénieure de recherche en comportement équin au sein d'Etonova, qui est une agence scientifique qui travaille sur le comportement du cheval, mais aussi sur la relation humain-cheval. Et donc, on a plusieurs activités au sein d'Etonova, donc des activités de formation, des activités de recherche et développement où on va travailler avec des fabricants de matériel pour tester l'impact de leur matériel sur le bien-être du cheval. Et on a aussi une activité de conseil en aménagement, optimisation des infrastructures équestres. Et donc, c'est en partie les conseils que je vais vous dérouler ce soir. Donc, moi, j'ai axé ma présentation sur le lien entre bien-être et performance. L'idée ce soir, c'était de vous donner des idées, des propositions concrètes de mise en place de différents points sur le bien-être du cheval, avec des exemples concrets dans des structures équestres plus ou moins connues. Alors, donc je vais juste apporter une petite précision à la définition que nous a donnée Charlotte du label Écureuil tout à l'heure. Donc effectivement, le bien-être, ça va être la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux, mais aussi la façon dont l'animal va les percevoir en fait. Et c'est, nous, d'un point de vue scientifique, ce qu'on regarde de plus en plus, parce que d'un cheval à l'autre qui vit dans les mêmes conditions, il ne va pas forcément percevoir son environnement de la même façon, et du coup, il ne va pas y réagir de la même façon. En opposition au bien-être, ou en tout cas à ce qui fonctionne de la même façon, en parallèle, ça va être la bientraitance. La bientraitance, c'est le fait de proposer aux animaux des actions concrètes en vue d'assurer leur bien-être. Et je vous parle de la bientraitance parce qu'en fait, c'est vous qui êtes les acteurs du bien-être de vos animaux. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, ou en tout cas à ne pas y penser suffisamment. Et donc, ce sont à la fois les propriétaires des structures qui sont responsables du bien-être des chevaux, mais vous aussi, si vous nous écoutez, que vous êtes uniquement propriétaire d'un cheval et que vous avez un cheval dans une écurie, vous aussi, vous pouvez faire changer la façon dont sont traités les animaux dans différentes structures. Alors, comment on évalue le bien-être d'un point de vue scientifique? Donc, on va évaluer les troubles du comportement. Donc, Charlotte vous a parlé, par exemple, des stéréotypies qu'on appelle, avec le jargon de l'équitation, tout ce qui est tic, tic à l'ours, tic à l'appui, tic à l'air, etc. On s'intéresse aussi à tout ce qui est émotions positives ou négatives. Donc ça, c'est un champ de recherche qui est de plus en plus développé. Donc on va chercher non seulement à éviter les émotions négatives comme la peur, par exemple, et donc avoir un cheval moins stressé, mais on va aussi essayer de rechercher différentes émotions positives qui vont être plus difficiles à décrire et à mettre en évidence. Mais c'est un champ de la recherche important. On va essayer aussi de prendre en compte tout ce qui est comportement exacerbé, comme les comportements d'agression envers l'homme, par exemple. Mais également l'absence de comportement ou les changements de comportement. Un cheval qui ne se couche plus, par exemple, ou à l'inverse, un cheval qui a tendance à être couché longtemps, on peut essayer de voir s'il n'y a pas un lien avec un changement dans sa routine, par exemple. Et donc, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est la baisse de performance. Parce que la baisse de performance est à la fois un indicateur en fait du bien-être animal, mais ça va être aussi quelque chose vers quoi on peut tendre en améliorant le bien-être des chevaux. Alors, je voulais replacer un petit peu dans le contexte de la relation humain-cheval en vous parlant des athlètes, puisque qu'on soit cavalier, amateur, professionnel, dans le milieu du sport ou dans le milieu des courses, on demande quand même des performances sportives à nos chevaux. Et je voulais faire un petit parallèle avec nos athlètes humains de haut niveau. Donc, on leur demande une force physique, avec bien sûr de la force brute, de la puissance, de l'endurance, de la vitesse, mais également une force mentale, avec une motivation, le fait de résister au stress, de gérer les émotions. Et tout ça, ça implique différentes capacités d'adaptation, de la concentration ou le fait de prendre la bonne décision au bon moment, par exemple dans un sport collectif comme le football. Et qu'est-ce que c'est qu'un cheval de haut niveau? Quelles sont les qualités pour un cheval de haut niveau? Alors bien sûr, on a besoin de développer leur force et leur puissance.
mais également leur endurance et ou leur vitesse en fonction de la discipline qu'on cherche pour lequel on entraîne le cheval, ou donc que ce soit par exemple une course de vitesse pour les chevaux de course ou un parcours d'endurance pour un cheval d'endurance, où on va aussi pouvoir développer la puissance par exemple pour un cheval de cross. Donc, mais on a besoin aussi d'un cheval qui a une force mentale, quelque part, qui va être motivé à faire son parcours, motivé à travailler, qui va résister au stress, en tout cas jusqu'à un certain niveau, et qui va être capable de gérer ses émotions. Un cheval trop anxieux, trop émotif n'est pas toujours un cheval de haut niveau, en tout cas. Alors par contre, en ce qui concerne la façon dont l'animal va gérer tout ça, ses capacités d'adaptation, sa concentration, le fait de prendre les bonnes décisions, ça va être quand même très lié là pour le coup au cavalier et à l'humain. Donc on voit qu'on a à la fois, on recherche à la fois des caractéristiques physiques et mentales de l'animal, mais que c'est aussi l'humain qui va pouvoir faire en sorte que ces caractéristiques puissent donner tout leur potentiel lors d'un concours ou d'une performance. Alors, je vais du coup vous présenter donc, de façon un petit peu plus détaillée ce qu'a évoqué Charlotte tout à l'heure sur un certain nombre de facteurs qui vont influencer le bien-être et la performance. Parce que pour moi, voilà, j'en suis persuadée et on a de plus en plus de preuves scientifiques que le bien-être du cheval est intrinsèquement lié à ses performances sportives, mais aussi d'autres types de performances. Alors, donc, je vais vous détailler tout ce qui peut influencer le bien-être, donc tel que le milieu de vie, les soins courants, la santé, on en a parlé, la relation humain-cheval, mais aussi tout ce qui est lié au travail et à l'éducation des jeunes chevaux. Du coup, hop. Alors, on va commencer par le milieu de vie. Donc, comment gérer cette problématique justement de l'hébergement et des contacts sociaux? Donc, le cheval est un animal social, donc quel que soit son sexe ou son âge. Parce qu'on a tendance à bien comprendre qu'on peut avoir des poulinières en groupe à l'herbe, mais par contre, nos étalons sont souvent hébergés seuls, par exemple. Les jeunes chevaux sont souvent en groupe, mais quand ils rentrent dans un processus d'entraînement, en général, on les isole seuls au box. Mais, quel que soit leur âge ou leur sexe, c'est un animal social. À cela, il faut rajouter aussi le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les besoins physiologiques, que le cheval est fait pour se déplacer. À l'état naturel, le cheval va se déplacer 1h30, majoritairement au pas. Et on peut imaginer qu'un cheval qui va rester au box 23 heures sur 24, on peut imaginer qu'il y a des liens avec les affections des membres. Alors, je voulais vous donner donc l'exemple d'un cavalier de haut niveau, donc Luca Moneta. J'ai pris un extrait d'un article paru il y a quelques années où le journaliste lui demandait quels étaient les conseils pratiques qu'il pouvait aider pour augmenter le bien-être émotionnel de ses chevaux. Donc lui, il dit que effectivement, c'est très difficile d'évaluer le bien-être, savoir ce qui est bon ou ce qui ne peut pas, mais lui, ce qu'il a mis en place dans ses écuries, c'est d'essayer de garder tous ses chevaux déférés des postérieurs et de les diviser en petits groupes et de les sortir au pré le plus longtemps possible en petits groupes. Donc là, on parle de chevaux de Grand Prix, hein, d'un cavalier international. Donc, selon si c'est faisable dans une écurie comme celle-là, c'est faisable, bien sûr, dans des écuries pour des chevaux de différents niveaux. Donc ça, c'est un des premiers points en ce qui concerne le milieu de vie. Alors après, quand on ne peut pas mettre son cheval au paddock pour diverses raisons, on a des possibilités d'aménagement au box. Donc là, c'est toute notre spécialité aussi à Etonova, c'est de pouvoir adapter les solutions en fonction des infrastructures. Parce que chaque infrastructure, chaque façon de travailler peut avoir une solution pour le bien-être et notamment les contacts sociaux. Alors là, je vous ai mis des photos d'une étude réalisée au Haras national suisse sur des étalons de race Franche-Montagne. Donc vous voyez, c'était des étalons qui auparavant étaient hébergés au box traditionnel, juste avec, dans un barn avec une ouverture vers le couloir.
Et ils ont créé en fait une paroi de boxe, ce qu'on appelle sociale, vous voyez, avec des barres en fait, et les chevaux peuvent passer donc la tête et l'encolure jusqu'aux épaules dans le box voisin, et ça leur permet d'avoir des contacts sociaux, comme vous voyez ici, avec un toilettage mutuel. Donc là, je vous rappelle que ce sont 2 étalons qui auparavant avaient quand même une grille entre les deux, donc il y a des solutions qui existent sur ce qu'on appelle des parois sociales. Bien sûr, il faut faire une période d'adaptation. Et sachez aussi que donc, ces étalons qui maintenant ont des parois sociales dans leur box sortent aussi en groupe 6 mois de l'année quand ils ne sont pas utilisés lors de la reproduction. Donc l'étude qui a été mise en place au Haras national suisse n'a pas mis en place de grosses blessures, juste quelques petites égratignures au niveau des arcades sourcilières par exemple, mais un bien-être du cheval amélioré. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur YouTube, vous trouvez une vidéo de ces chevaux, de ces entiers en groupe au paddock. Alors, je vous ai détaillé cet exemple-là, mais après, vous avez plein de solutions alternatives. Là encore, vous avez une paroi de box sociale qui peut aussi être fermée complètement pour des questions sanitaires, vous le voyez ici. On peut imaginer aussi des abris ouverts sur l'extérieur avec des chevaux qui vivent en groupe. Mais quand ce n'est pas possible d'avoir les chevaux à 100% en groupe hébergé, on peut imaginer tout simplement dans un centre équestre, par exemple, de sortir les chevaux 2 par 2 ou 3 par 3 dans un manège, par exemple, s'il n'y a pas de paddock disponible en été. Donc voilà, chaque lieu a sa solution. Alors, je vais faire une partie très courte sur l'alimentation parce que vous le verrez tout à l'heure. Pour moi, quand on parle de millions de vies, on parle aussi d'alimentation. Le cheval étant un herbivore, il doit avoir une alimentation continue en fourrage et ne pas avoir l'estomac vide. Donc là, je voulais juste vous parler d'une étude chez, encore une fois, des chevaux de haute... des athlètes, trotteurs de haut niveau. Donc une étude où on comparait une alimentation traditionnelle et une alimentation avec des fourrages à haute valeur énergétique. Donc il y avait notamment de l'enrubanage. Et ces chevaux-là avaient plus d'énergie disponible dans les muscles, donc sous forme de glycogène, donc qui permettait du coup un effort physique plus important, mais également du coup des meilleures performances physiques au chronomètre. Donc on voit là directement le lien entre l'alimentation, mais le bien-être alimentaire et l'effort physique, la performance. Je laisse la parole tout à l'heure à Angélique pour détailler beaucoup plus l'impact de l'alimentation sur le bien-être. Alors, je voulais vous parler aussi de l'impact de la relation qu'on peut avoir, nous, en tant qu'humains, avec son cheval, sur le bien-être du cheval. Alors, ce qu'on sait, c'est que le cheval est très sensible aux émotions humaines. Donc, le rythme cardiaque, notamment, nous, quand on va avoir des émotions assez fortes, notre rythme cardiaque va augmenter, on va émettre différentes molécules et on va avoir un comportement aussi qui va être modifié. Et il y a plusieurs études qui ont mis en place que le cheval va avoir des modifications de rythme cardiaque en fonction de la personne qui s'occupe de lui. Par exemple, lorsque quelqu'un est en colère, le rythme cardiaque du cheval a tendance à augmenter. À l'inverse, quand quelqu'un a peur, le rythme du cheval a tendance à baisser. Et une même étude a montré que si la personne a un comportement neutre, ni de colère, ni de peur, on n'a pas de changement significatif en fait sur le rythme cardiaque. Donc, on a bien une influence en fait des émotions humaines sur le cheval. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'un cheval est capable de généraliser la perception qu'il va avoir des humains. Une étude a montré que quand on avait deux soigneurs dans une même écurie qui agissaient de façon différente, on avait un soigneur un petit peu plus brusque, qui avait tendance à hausser la voix, et un soigneur beaucoup plus doux et moins dur dans ses actes. Les chevaux avaient des comportements totalement différents. Et ceux qui étaient soignés par le soigneur un petit peu plus brusque avaient tendance à généraliser la perception qu'ils avaient des humains. Donc, quelque part, si
un cheval est confronté à plusieurs actions quotidiennes plutôt négatives par rapport à lui, il va avoir tendance à le généraliser sur tous les humains qu'il rencontre. D'où l'importance de limiter au maximum au quotidien les interactions négatives. Donc, ça, c'est valable pour tous les actions que vous pouvez avoir, comme par exemple le pansage, le fait d'enlever les crottins dans le box, etc. Alors, je voulais prendre un exemple concret pour améliorer votre relation avec votre cheval. Donc, on a parlé du toilettage mutuel tout à l'heure. C'est le grattage 2 à 2 de 2 chevaux qui vont se gratter principalement au niveau du garrot, mais souvent aussi au niveau de l'encolure ou au niveau un petit peu plus loin de la ligne de dos. Alors, ce comportement est connu pour faire baisser le rythme cardiaque des chevaux et c'est souvent réalisé après un conflit dans un groupe social. Quand les chevaux ont eu un conflit, après, les chevaux vont se mettre 2 à 2 par affinité et faire le grattage mutuel. Donc, ça a un vrai rôle d'apaisement dans un groupe social. Et c'est quelque chose que vous pouvez reproduire, vous, avec votre propre cheval. Donc, il faut gratter énergiquement, hein, parce que faut imaginer qu'un autre cheval va gratter avec ses dents son congénère. Donc, si vous grattez énergiquement avec les mains, vous avez déjà dû le faire, hein, vous avez des réactions plutôt intéressées du cheval, avec le cheval qui va lever la tête, agiter sa lèvre supérieure, et parfois même essayer de vous gratter également. Donc, juste par rapport à des gestes quotidiens qu'on peut faire avec les chevaux, par exemple, le fait de frapper l'encolure du cheval après une action quotidienne, une bonne réalisation à cheval, par exemple, quelque part, ça n'a pas de valeur pour l'animal. Par contre, si vous faites un grattage du garrot assez énergique, ça va représenter quelque chose pour lui et en plus avoir un impact sur son rythme cardiaque et du coup sur le fait de limiter son stress sur le moment. Alors, au niveau des soins courants, tels que la maréchalerie, les soins vétérinaires, le fait de donner un vermifuge, par exemple, donc on sait que c'est potentiellement stressant, bien sûr, pour les chevaux, d'autant plus chez des jeunes chevaux qui n'ont pas l'habitude. On sait que c'est aussi des risques d'accident. Une récente étude a mis en évidence que 75% des maréchaux avaient déjà eu un accident auprès des chevaux. On sait que c'est aussi source de blessures. Idem, le tourné est une grande source d'accidents chez les vétérinaires, par exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faut éviter les manipulations en force, hein, puisqu'encore une fois, le cheval va avoir une mémoire à long terme et va imprimer en fait ses réactions et la façon dont on s'est occupé de lui. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut généraliser en fait ces différentes actions et sa relation aux humains en général. Un autre exemple qui est souvent compliqué dans la gestion quotidienne des chevaux, ça va être le transport. Comment on peut essayer d'avoir un transport qui se passe le mieux possible? L'idée, c'est d'éviter les blessures déjà lors de l'embarquement, mais aussi de limiter le stress pendant le transport qui peut être très fatigant, notamment avant une compétition. Donc, il y a une récente étude qui a mis en évidence que certains éclairages, en fait, notamment avec un éclairage LED de différentes luminosités, peut, de par justement l'uniformité de l'éclairage, limiter les comportements de défense à l'embarquement et permettre un embarquement plus rapide et avec moins de stress. De même, une autre étude a montré que la musique classique pouvait avoir un impact sur la limitation du stress lors du transport, mais également une meilleure récupération cardiaque derrière, ce qui peut être un avantage pour la compétition. Attention au type de musique que vous utilisez. La musique classique et un certain nombre de musiques classiques sont connues pour avoir un tempo particulier, une régularité dans les notes. Il y a d'ailleurs une thèse de doctorat qui est en cours sur ce sujet. Donc, si vous suivez les prochains colloques des RA nationaux, notamment, vous devriez avoir tous les résultats sur la musique si ça vous intéresse. Et donc, les deux derniers points avant de donner la parole à mes collègues. Donc, je voulais parler de tout ce qui est éducation et travail du cheval. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure,
le bien-être passe aussi par la façon dont les animaux vont apprendre leurs tâches. Donc, on sait que le stress va avoir un impact sur la façon dont les chevaux vont mémoriser ce qu'ils apprennent. Donc, que le stress intervienne avant la tâche à apprendre, pendant ou après. Donc, on sait qu'un jeune cheval, par exemple, est particulièrement sensible au stress dans des périodes telles que le sevrage, le débourrage ou les ventes. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais gardez en tête que l'important est de garder un cheval, notamment un jeune cheval motivé, par la curiosité, mais par aussi ce qu'on appelle le renforcement positif. Un autre terme important, c'est le timing. Bien garder en tête entre le moment où vous demandez quelque chose et le moment où vous allez le renforcer. Donc, le renforcement, ça peut être tout simplement, par exemple, l'aide des jambes. Quand vous cherchez à demander à un cheval d'avancer, vous allez presser les jambes et dès qu'il avance, il faut enlever la pression pour qu'il comprenne, notamment chez les jeunes chevaux. Donc, ce timing est important puisque là, on agit sur la mémoire de travail et le cheval a une mémoire de travail relativement courte. Donc, il faut vraiment avoir un timing entre le code et la réponse courte. Et pensez aussi à la fréquence, on y pense rarement, mais le cheval va mieux retenir ce que vous cherchez à lui apprendre. Par exemple, si sur une séance d'1 heure, vous faites quelques petites séances de 10 minutes de travail intensif et puis 2-3 minutes reine longue sans rien demander. Et puis à nouveau, quelques petites séances réparties dans le temps. Et idéalement, pour le jeune cheval qui a moins de concentration, il faudrait mieux le monter, par exemple, 2 séances d'une demi-heure par jour plutôt qu'une séance d'1 heure intensive, en fait. Alors là, je voulais vous donner la parole, en fait, à Olivier Pulse, qui est un écuyer du Cadre Noir de Saumur, qui nous dit que plus le cavalier va connaître le cheval, mieux il pourra communiquer avec lui. Et lui, pour justement améliorer sa relation avec ses chevaux, il utilise les principes de l'apprentissage et notamment le renforcement positif. Donc, je vous renvoie à un petit livre facile à lire des haras nationaux qui s'appelle « Travailler son cheval selon les principes de l'apprentissage » et où vous pouvez y découvrir de façon illustrée tous les principes de l'apprentissage avec des exemples concrets. Alors, on a parlé d'éducation, on a parlé de milieu de vie. Je voulais aussi donc rebondir sur ce que Charlotte a évoqué tout à l'heure, sur l'impact en fait des conditions de vie sur le travail, et notamment chez des jeunes chevaux. Donc, une étude, 2 études, je vous ai mis les résultats de 2 études du début des années 2000, ont comparé en fait des jeunes chevaux hébergés seuls ou en groupe pendant le débourrage. Donc là, vous avez, si vous le souhaitez, un résumé de cet article sur le site de l'Association des sciences équines, d'où est extrait ce visuel. Donc, cette étude a comparé en fait des chevaux hébergés seuls au box et hébergés seuls au paddock la journée, et des chevaux hébergés dans un grand box par 3 et qui étaient également hébergés en groupe la journée dans un grand paddock. Et donc ça, c'était pendant la phase de débourrage de jeunes chevaux de sport. Et donc ce qui a été montré, c'est que les chevaux hébergés seuls avaient plus de comportements de défoulement au paddock, mais même pendant l'apprentissage, étaient plus difficiles à attraper, donnaient plus de morsures ou de coups de pied vers l'humain pendant les séances d'apprentissage. Donc avec un vrai impact sur la relation avec l'humain, mais également sur la sécurité de tous, des chevaux et des humains. Alors que les chevaux hébergés en groupe donc, ne manifestaient moins tous ces comportements-là, mais en plus, ils apprenaient plus rapidement. Donc, un vrai impact des conditions de vie sur l'apprentissage des chevaux et du coup sur le stress et sur leur bien-être. Et donc, finalement, je voulais vous parler du travail du cheval. C'est quelque chose qui est en pleine réflexion. Il y a de plus en plus d'études sur les différents moyens de travailler le cheval dans des conditions de bien-être. Ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est lié à la douleur ou à l'inconfort provoque un stress chez l'animal. Donc, on a vu que le stress, quelque part, c'est un petit peu l'inverse du bien-être. Si on veut atteindre un état de bien-être pour l'animal, il faut essayer de limiter son stress.
Le harnachement, par exemple, est un des points d'amélioration dans les prochaines années, j'espère. L'idée, c'est d'utiliser le harnachement le plus adapté possible à la conformation du cheval et le plus ajusté. Donc, il y a de plus en plus de saddle fitters qui proposent leur service et de marques de selle aussi qui proposent de faire varier la forme de la selle en fonction du dos du cheval. Idem, il y a de plus en plus de travail sur les brides, mais si vous voulez retenir une chose donc, qui est valable sur toutes les brides, en fait, c'est on a toujours tendance en fait, à trop serrer la muserolle. Donc là, ce que vous voyez, le petit instrument vert que vous voyez, c'est un instrument qui permet on le met en dessous en fait et on serre la muserolle après, ce qui nous permet de garder un minimum d'espace entre la muserolle et la bouche du cheval, enfin le chanfrein du cheval. Donc pour garder en tête, ça fait à peu près 2 doigts et demi, à peu près 2 cm et demi. Par contre, on a tendance à le faire sous la muserolle. Donc, pensez bien, vous, à le faire au-dessus de la muserolle, en fait, sur le nez du cheval, pour bien garder cet espace-là. Et donc, ça empêchera le cheval d'ouvrir trop grand la bouche, mais par contre, ça lui permettra de respirer et ça évitera d'appuyer sur différentes parties de la tête du cheval qui peuvent être sensibles. Les chercheurs travaillent aussi de plus en plus sur l'impact du cavalier, en fait, sur le cheval. Donc, que ce soit la posture du cavalier, sur différents paramètres, mais également la posture qu'on va demander au cheval. Donc là, vous avez l'exemple, par exemple, d'un cheval qui est placé, donc sachant que l'extrême de cette position-là, c'est ce qu'on appelle le roll-cure ou l'hyperflexion. Donc, en gros, ce qui a été mis en évidence dans les études, c'est qu'il faut éviter d'avoir un cheval qui a un chanfrein au deçà de la verticale pour des questions physiologiques, biomécaniques, respiratoires, mais également de vision, parce qu'un cheval qui est trop encapuchonné ne va absolument plus voir où est-ce qu'il met les pieds, et ça peut être très stressant pour lui. Quand on pense travail du cheval, on pense aussi à l'échauffement. On a tendance, notamment pour nos chevaux qui vivent au box, à brosser, mettre la selle, marcher 2 minutes et hop, on est en carrière, on est déjà au trot, au galop. Pensez à échauffer vos chevaux, notamment ceux qui vivent au box. C'est un petit peu moins le cas, un peu moins grave pour les chevaux qui vivent au pré, qui vont du coup avoir une activité tout au long de la journée. Donc, pensez à l'échauffement, mais aussi à la récupération active. Donc, la récupération active, c'est ne pas arrêter le travail du cheval et encore une fois, juste marcher jusqu'au box et le remettre au box. C'est une phase de récupération musculaire et pulmonaire où on va décroître petit à petit la vitesse et la façon de travailler le cheval pour faire redescendre le rythme cardiaque et les muscles, etc. Quelque chose dont on ne pense pas toujours, c'est adapter le travail à la fois à la forme physique, à la capacité physique du cheval, ce qui n'est pas toujours le cas, mais aussi garder en tête que le travail du cheval commence dès la préparation. Donc, il y a une récente étude donc, faite par Léa Lansat qui a été notamment, il y a pas mal d'articles sur Internet sur ce qu'on appelle le pensage optimisé, où en fait, on s'est aperçu que les chevaux avaient tendance à manifester des comportements et des émotions négatives lors du pensage. Ce n'est pas du tout ce que cherche le cavalier, malheureusement. Et du coup, soyez attentifs à vos chevaux, essayez d'entrecouper le pensage justement de séances de grattage du garrot et regardez bien la façon dont réagissent vos chevaux pour essayer de faire de cette préparation, de ce pensage, un moment agréable à la fois pour vous et pour lui. Alors, d'autres exemples dans le contexte du travail, pourquoi pas utiliser un comportement de relaxation qui est le fait de se rouler, par exemple, pour le cheval, qui permet d'éliminer la sueur et les poils morts, mais aussi de soulager les démangeaisons liées à la sueur sous le tapis. Et donc, du coup, de plutôt provoquer une émotion positive pour le cheval.
Ça, c'est quelque chose qu'avait bien compris une entraîneur de chevaux de course qui, après chaque séance de course, qui, après chaque séance de travail, laissait le cavalier enlever la selle du cheval et le laisser se rouler dans des aires sablées près de l'écurie. Donc voilà, donc c'est faisable même c'est des chevaux de haut niveau.